Après avoir constaté que les Burundais, notamment les étudiants, ne sont pas outillés en matière de droit international humanitaire, le CICR noue des partenaires avec les universités pour promouvoir les droits internationaux humanitaires. C'est ainsi qu'une conférence de presse a été organisée où le chef de mission du CICR au Burundi a répondu à certaines questions de journalistes. Suivez. C'est du savoir. Donc, nous avons récemment fait un partenariat avec l'Université Espoir d'Afrique. Oui. Qu'est-ce que vraiment vous attendez du colloque? Quel était l'objectif principal d'abord, l'objectif principal du colloque que vous avez organisé au sein de l'Université Espoir d'Afrique? Oui. Alors, premièrement, je voudrais dire que ce colloque, c'est quelque chose d'extrêmement important pour le CICR, parce que ça fait partie de nos obligations, de nos fonctions, de promouvoir le droit international humanitaire partout où nous sommes, dans tous les pays où nous sommes. C'est une de nos tâches principales, c'est de faire en sorte que le droit international humanitaire, qu'on connaît aussi sous le nom droit de la guerre ou droit des conflits armés, c'est la même chose en fait, soit plus connu, donc plus respecté, et dans les pays où on travaille, et même à l'extérieur. Donc l'idée principale, c'était de promouvoir l'enseignement et la pratique, et la bonne pratique du droit international humanitaire au Burundi. Donc on avait ce partenariat avec l'Université Espoir d'Afrique. On a ce partenariat, mais on ne s'interdit pas d'avoir d'autres partenariats avec d'autres universités, c'est tout à fait possible. Donc voilà, l'idée c'était de faire en sorte que des étudiants, juristes de préférence, par exemple, creusent davantage dans le droit international humanitaire, cherchent à en apprendre davantage, participent par exemple à des concours, ce qu'on appelle, en anglais, il y a le mot qui s'appelle, on appelle ça moot court. Alors moot court, c'est en fait des faux, si on peut dire, c'est un faux tribunal, si on peut dire. Et chacun joue un rôle. Il y a quelqu'un qui joue un rôle de juge, d'autres qui jouent un rôle d'avocat, un autre qui joue un rôle de journaliste, etc. Et par exemple, autour par exemple d'un cas typique de violation par exemple de droit de la guerre, de droit international humanitaire. Et donc on essaye de les journalistes, les étudiants en fait, les étudiants cherchent à les éléments qui vont leur permettre de, par exemple, défendre telle ou telle action, ou au contraire dénoncer telle ou telle action. Et donc ils vont se comporter comme des avocats, ou comme des juges, ou comme etc., etc. Et donc ça, c'est ce genre de concours qu'on fait, qu'on organise. Par exemple, dans tous les pays du monde, on a ce genre de concours. Et c'est à mon avis un des moyens les plus faciles et les plus efficaces pour apprendre. Parce que vous pouvez apprendre en théorie en lisant des livres toute la journée, c'est bien, mais quand vous êtes mis en situation de pratique, vous apprenez beaucoup plus rapidement. Et voilà. Et donc une des raisons, c'était d'encourager les étudiants à participer à ce genre d'événements qu'on va organiser en 2023. On aura, je crois, 2 ou 3 événements, 3, oui, à la fois nationaux mais aussi internationaux, dans lesquels les étudiants du Burundi sont invités à participer. Donc évidemment, pour participer, il va falloir qu'ils se préparent sérieusement. Donc c'est aussi un appel, c'est pas seulement un appel aux étudiants, mais c'est un appel aussi aux professeurs pour qu'ils préparent au mieux les étudiants. Et nous, on sera là pour les aider. Parce que voilà, pour faire, nous, je veux dire, le département communication, Pierre, moi-même aussi, on va tout faire pour que les étudiants du Burundi montrent leur capacité lors de ces événements internationaux. D'après vous, pourquoi le droit international humanitaire peut faire partie des enseignements, donc des programmes de formation universitaire ou bien à l'école secondaire? Je pense que c'est une branche du droit qui est une matière plutôt, parce que la branche c'est le droit international public, donc le droit international, en dessous on a le droit international privé et public, et dans le droit international public on a différentes branches, dont le droit international humanitaire. Alors pourquoi ça doit être enseigné? Tout simplement parce que premièrement,
c'est une des branches, une des matières du droit qui est importante. Deuxièmement, c'est une matière qui est non seulement importante en théorie pour les juristes, mais c'est aussi une matière qui vit. C'est pas quelque chose, c'est pas une matière du droit qui est morte et qu'on étudie en théorie, non. C'est une matière en fait qu'on voit tous les jours se développer, malheureusement, bien sûr, à cause de conflits, à cause de situations de violence. Et on voit bien comment le droit international humanitaire est appliqué ou pas appliqué, respecté ou pas respecté. Et évidemment, l'idée aussi, c'est de voir que ce droit peut évoluer. Donc c'est pas un droit figé, un droit, comme dirais-je, qui reste là et qui bouge plus. Non, le droit international humanitaire, il est appelé à évoluer parce que la situation, comme dirais-je, les guerres évoluent, les moyens de faire la guerre évoluent, la façon de faire la guerre évolue, et donc le droit doit s'adapter. Ce que j'ai dit par exemple à l'ouverture du colloque la semaine dernière, c'était assez important, c'est que, vous le savez certainement, mais il y a par exemple un siècle, on avait une immense majorité des gens qui mouraient à la guerre, c'était des soldats. C'était à peu près 80%, si j'ai bonne mémoire, des gens qui mouraient, c'était des soldats. Et il y avait 20% de civils. Maintenant, un siècle plus tard, c'est l'inverse. On a une majorité de civils qui meurent, et les soldats, c'est la minorité qui meurt. Donc, quand le droit international humanitaire a été lancé, a été pensé, on avait une situation tout à fait différente. Vous voyez, avec surtout des soldats qui mouraient sur un champ de bataille, et les champs de bataille, en général, ils étaient un peu, comment dirais-je, en dehors des villes. C'était, par exemple, un champ de bataille, c'était par exemple un champ, c'était un territoire où les gens n'habitaient pas. Et maintenant, c'est tout à fait l'inverse. Maintenant, beaucoup de guerres, elles se font dans les villes, elles se font parmi les civils, et donc tout ça, ça montre que le droit international humanitaire, ça doit évoluer avec la situation, avec les guerres. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important. Et malheureusement, autour de nous, on a des pays qui sont instables, des pays où il y a des conflits, etc. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est important que les étudiants burundais s'approprient et apprennent ce droit, parce que même s'il y aura plus de guerre dans le pays, malgré tout, autour, il y a quand même des risques. Et donc c'est bien de savoir, de connaître ce droit. Et je pense aussi, par exemple, excusez-moi, ma réponse est un peu longue, mais il n'y a pas que les étudiants, il y a aussi, par exemple, les militaires. Et les militaires, c'est bien, c'est vraiment bien, il faut qu'ils connaissent les droits de la guerre, c'est leur droit. Et même s'il n'y a pas de guerre au Burundi, il y a des bataillons burundais qui sont envoyés en Centrafrique, qui sont envoyés en Somalie, dans le cadre donc, de la MINUSCA, dans le cadre de l'ATMIS. Et c'est très important qu'ils sachent, qu'ils connaissent ce droit, parce qu'ils vont l'appliquer dans leur mission à l'extérieur. Voilà. Je vous en prie. Pour la troisième question, je voudrais savoir l'impact des formes, c'est-à-dire les encadrés. Qu'est-ce que vous attendez à l'endroit des étudiants ou bien aux encadrés sur la formation que vous avez organisée la fois passée? Oui, en fait, j'ai partiellement répondu à votre question dans la question précédente. Ce qu'on attend des étudiants et de leurs encadreurs et des professeurs, c'est qu'ils promeuvent davantage le droit international humanitaire, que, par exemple, dans leur enseignement, dans la liste, par exemple, des matières du droit qu'ils enseignent, eh bien, qu'il y ait systématiquement le droit international humanitaire, qu'il y ait de plus en plus d'étudiants qui veuillent l'étudier. Qu'il y ait de plus en plus de personnes qui souhaitent étudier le droit, qu'il y ait de plus en plus de professeurs qui souhaitent l'enseigner. Pourquoi ? Pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient au courant, qui sachent qu'est-ce que c'est que ce droit, et que, par exemple, quand ces gens vont devenir, par exemple, des responsables politiques ou des officiers de l'armée, par exemple, non seulement ils connaissent ce droit, mais ils l'appliquent. C'est ça
le but final, c'est pas du tout un but théorique, c'est un but très très pratique. C'est tout simplement que le jour où on va devoir appliquer ce droit, eh bien, ce jour-là, on est des gens au Burundi, parmi les autorités politiques, parmi les autorités militaires, qui connaissent le droit. Voilà, c'est ça l'idée derrière. Dans le pays du Gralac, il a été constaté que les conventions signées entre les hautes autorités contractantes ont été à maintes fois reprises et violées, d'après qui a rassuré les causes. Ces conventions, faut-il les abolir ou plutôt les réviser? Sinon, quelles seraient les mesures contraignantes pour faire respecter ces conventions? Ça, c'est une question assez sensible. Donc la question donc, par rapport à, comment dirais-je, aux conventions, aux traités qui sont violés, qui ne sont pas respectés. Pourquoi? Pourquoi? C'est difficile à répondre, c'est très difficile à répondre. Il y a parfois des personnes qui violent des traités ou qui violent des conventions parce qu'elles ne les connaissent pas. Donc en fait, ça rapporte à la réponse que je viens de faire juste avant. Donc pourquoi on enseigne le DIH? Justement, pour que les gens le connaissent et les gens l'appliquent et le respectent. Donc ça peut être ça peut être de l'ignorance. De l'ignorance, c'est tout à fait possible. Il y a malheureusement aussi des cas où des gens ne respectent pas les traités et les conventions de façon volontaire, de façon en sachant bien qu'ils ne respectent pas. Bon, ça, évidemment, c'est très malheureux. Il faut que ça soit dénoncé, il faut que ce soit, corrigé. Mais bon, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose, mais ça arrive. Après, vous disiez, est-ce qu'il faut les réviser ou bien est-ce qu'il faut les annuler, c'est ça? Les abolir. Non, abolir, non, je pense pas. Vous voyez, par exemple, quand je prends ma voiture tous les jours ici à Bujumbura, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de conducteurs qui ne respectent pas le code de la route. Des gens qui s'arrêtent pas au feu rouge ou des gens qui mettent pas leur clignotant pour tourner, etc. Il y a quand même beaucoup de gens qui respectent pas le code de la route. Mais c'est pas pour ça qu'il faut abolir le code de la route. Je pense que le code de la route, il doit exister, même si les gens ne le respectent pas. Simplement, il faut rappeler aux gens de le respecter. Le droit international militaire, c'est la même chose. Et les conventions, les traités auxquels vous faites référence, c'est la même chose. C'est pas parce que certaines personnes ne les respectent pas qu'il faut les abolir. À mon avis, non. Donc, les abolir, non. Faire les mesures contraignantes, ça, c'est pas vraiment du ressort du CICR. Je dirais que c'est une question pour les autorités. C'est plutôt les autorités des différents pays qui ont signé ces traités ou ces conventions qui doivent réfléchir et qui doivent se dire, ok, voilà, on a signé tel ou tel traité, telle ou telle convention, on voit que c'est pas respecté. Eh bien, voilà, il faut qu'on prenne des mesures à l'intérieur du pays pour que ce soit respecté. Donc, par exemple, je sais pas moi, des punitions, des peines de prison, des peines, des amendes, je sais quoi, et les faire appliquer. Mais ça, c'est typiquement du droit interne. C'est pas, par exemple, et c'est surtout pas au CICR par exemple, de punir telle ou telle, partie contractante parce qu'elle ne respecte pas tel ou tel traité. Non. Ça, c'est le travail des autorités, des États. Pour la question suivante, nous avons voulu savoir la place des DIH dans le maintien de la paix au sein de la région de Gralac. Quelle est vraiment sa contribution? Disons que, comme j'ai dit au début je crois que c'était ma première réponse, la deuxième, je ne me souviens plus, par rapport aux formations qu'on fait pour l'armée. Donc, on fait depuis déjà combien d'années, Pierre? 5 ans, 10 ans À peu près depuis que les bataillons sont déployés en Somalie. Ah oui, la Somalie, c'est combien de temps? Ça fait 10 ans. 10 ans en plus. Oui, donc oui, alors, depuis très longtemps, depuis peut-être une dizaine d'années, on forme des bataillons
donc de l'armée de la FDNB, qui vont être envoyés à l'étranger, donc en Somalie et aussi bien sûr en République centrafricaine. Donc concrètement, c'est ça, concrètement le DIH, eh ben, il est, comment dirais-je, dans la région, il est appliqué, il est applicable dans ces situations de conflit quand la FDNB par exemple est envoyée à l'étranger. Et tous les bataillons, ils passent donc par le centre de formation de Moudoubougou, par exemple, où mon collègue Pierre va se rendre tout à l'heure, juste après notre discussion. Pierre va aller à Moudoubougou pour discuter des prochaines formations et différentes autres questions. Et donc tous les bataillons passent par Moudoubougou, nous on se rend là-bas et on les forme au DIH. Et après, donc, ces bataillons, ils sont envoyés donc, en Somalie ou en Centrafrique. Dans le cadre de leurs travaux de maintien de la paix, eh bien, évidemment, ils appliquent le DIH aussi. Après, quand ils reviennent ici au Burundi, on a aussi ce qu'on appelle des voilà, des retours d'expérience, des RTEX, des retours d'expérience. C'est-à-dire que les militaires viennent nous dire voilà comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont rencontré comme problème. Est-ce que par exemple ils ont constaté que, je sais pas, par exemple dans tel ou tel pays, le DIH n'était pas appliqué, qu'il y avait des problèmes avec, je sais pas, avec la population locale ou avec l'armée locale, ou avec des problèmes de coopération par exemple. Et nous, comme on est souvent présents aussi dans les autres pays, par exemple on est présent en Somalie, on est présent en Centrafrique, on peut aussi contacter par exemple nos collègues présents là-bas sur place pour qu'ils voient quel est le problème, et essayer de résoudre le problème aussi depuis là-bas. Voilà, donc vous voyez, c'est très très concret. C'est à nouveau ce que je disais, le DIH, c'est pas un droit abstrait, c'est un droit mais extrêmement concret. Voilà. Là-bas, vous parlez du point de vue de la région, et qu'en est-il à l'interne pour la protection et la défense des droits de l'homme? Alors, le DIH ici, en fait, au Burundi, ne s'applique pas, parce que le DIH s'applique en cas de conflit international ou conflit interne. Ici, au Burundi, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas la guerre. Donc, le DIH, en tant que tel, n'est pas applicable. C'est pour ça que c'est bien de l'apprendre, de l'enseigner aussi, dans des situations où c'est la paix, où il n'y a pas de guerre, de façon à, si un jour, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais si un jour il y a ce genre de situation, eh bien, les gens sont au courant. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas d'application du DIH au Burundi. Et c'est bien d'ailleurs, c'est très bien. Merci. Mm-hmm. Dans quel cas le DIH s'applique à la protection du droit à la liberté d'expression des médias et de la société civile? C'est pas directement lié, je dirais. Par contre, les journalistes ont une protection qui est spécifique. Dans le cadre, par exemple, d'un conflit, par exemple, les journalistes sont parmi les personnes protégées. Par exemple, quand ils couvrent une situation de guerre, une situation de conflit en général, il y a des protections particulières pour les journalistes. Mais il n'y a pas vraiment de lien direct entre, par exemple, la liberté d'expression ou, par exemple, le travail au quotidien des journalistes et le VIH. C'est deux choses qui sont différentes. Et donc, je répète, le seul moment où ces deux choses se retrouvent, eh bien, c'est quand les journalistes couvrent des situations de conflit. Et là, il y a une protection particulière qui est faite pour ces journalistes. Et donc, on a des journalistes, si on peut dire, normaux, comme vous. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a aussi ce qu'on appelle des correspondants de guerre, c'est ça, je crois, ou pas des correspondants de guerre, en fait des journalistes qui sont intégrés aux forces. Pardon, oui, c'est ça. Aux forces, aux militaires. Et donc ces journalistes, eux par contre, sont des combattants. Ils sont considérés comme étant des soldats.
Par contre, les journalistes qui couvrent tel ou tel conflit, ils sont protégés par le droit international humanitaire. Donc il y a un statut particulier. Voilà. Étiez-vous satisfait de l'application du VIH ici au Burundi? En fait, c'est ma réponse au monsieur juste avant vous, c'est que le VIH ne s'applique pas au Burundi. On n'est pas en conflit, donc le Burundi est en situation de paix. Il n'y a pas de guerre actuellement au Burundi, et Dieu merci. Et donc le VIH, il ne s'applique pas. Il ne s'applique pas, il s'enseigne. On l'enseigne, on l'apprend, etc. C'est ce que vous avez vu à l'Université Espoir d'Afrique. Mais il n'est pas applicable, puisqu'il est applicable uniquement en temps de conflit ou de situation de violence, ce qui n'est pas le cas actuellement. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a la confusion quant à l'application entre le VIH et le droit de l'homme? Oui, c'est deux choses différentes. Il y a le droit international humanitaire, le DIH, et puis il y a le droit, les droits de l'homme, le droit international des droits de l'homme. Et ça, c'est deux branches différentes. Il y a des moments où il y a où ça se rapproche, où c'est assez similaire, où ça peut s'appliquer aux mêmes personnes, mais c'est deux matières de droit qui sont différentes. Par exemple, ici, concrètement, au Burundi, quand on travaille avec les policiers, parce que vous savez peut-être quand on travaille non seulement avec l'armée, mais on fait aussi des formations pour la police nationale du Burundi, et bien quand on fait des formations pour la police nationale du Burundi, on se concentre moins sur le droit international humanitaire qui est un droit de la guerre, donc c'est un droit typique pour les militaires, pour l'armée, alors que pour la police, ce qui s'applique davantage, c'est le droit national et les droits de l'homme et le droit international des droits de l'homme également, qui s'applique pour les policiers. Et donc dans ce cas-là, on a des formations qui sont plus orientées vers ce qu'on appelle le DIDH, droit international des droits de l'homme. Mais là, c'est pour les policiers essentiellement. Et c'est par exemple aussi, on a des formations pour les policiers en DIDH, par exemple en utilisation des armes à feu, contrôle des foules lors de manifestations, par exemple, ce genre de choses. Donc on essaye de mettre un cadre légal pour la police, donc quand elle fait son travail. Voilà. Mais donc vous voyez, c'est deux choses différentes. Mais je pense que vous aviez peut-être autre chose en tête quand vous parliez des droits de l'homme. Pas forcément ce qu'on applique, par exemple, lors des opérations de police. Autrement, les droits de l'homme en général, et le DIH, je reviens en fait au début de ma réponse, c'est quand même deux choses très différentes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, bien si c'est pas clair, demandez-moi des précisions. Hein. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très satisfait par ma réponse. Non, tout simplement, je voulais savoir si au niveau de l'apprentissage de DIH ici au Burundi, est-ce que vous êtes satisfait en tant que SSR? Oui, on peut toujours mieux faire. Il y a toujours mieux. Le problème, c'est qu'on a des limites aussi. Le département de communication, il y a deux personnes. Il y a mon collègue Pierre et un autre collègue des données qui travaillent beaucoup trop, même parfois, je dirais. Et ils ont beaucoup de travail avec les militaires, avec les policiers, avec vous, avec les journalistes, avec différents publics. Et bon, il y a des limites, on ne peut pas tout faire. Mais c'est vrai qu'en théorie, on pourrait davantage enseigner le DIH, faire davantage d'événements avec les universités, faire davantage d'événements avec les journalistes. Mais le problème, c'est qu'on a des limites en termes de ressources humaines et en termes de budget aussi, parce que bon, on ne peut pas non plus... On doit faire des choix, des priorités. Et voilà, donc il y a un moment où on ne peut pas tout faire, malheureusement. C'est un peu le dommage, mais bon, voilà, c'est nos limites. En 2023, vous comptez lancer un concours sur le DIH qui avait été suspendu suite au Covid. Oui. Cependant, les étudiants avec qui nous sommes
nous avons parlé ont soulevé un défi sur qu'ils ne sont pas suffisamment outillés en matière de DIH. Et pour qu'ils puissent participer au concours avec d'autres étudiants qui sont imprégnés de la matière, qu'est-ce que vous comptez faire avant que le concours soit lancé pour que ces étudiants soient suffisamment outillés? Alors on va les rencontrer, on va les aider à les former, on va leur fournir des documents, des livres, des manuels, nous en avons dernièrement d'ailleurs sur le droit international humanitaire, pour qu'ils puissent lire, bien être au courant de la matière. Là, ce sera essentiellement le travail de mon collègue Pierre et aussi de l'autre collègue. Et voilà, on va les former, on va simplement les former. Bien sûr, on est tout à fait au courant que quand un étudiant, quand un groupe d'étudiants veut se lancer dans ce genre de concours, par exemple, ils ne sont pas forcément au courant de toutes les subtilités et tous les détails du DIH, ça c'est clair. Mais bon, il faut travailler. Et nous, on est en contact avec un professeur, avec leurs encadreurs, si on peut dire. Et voilà, on va les aider. On va les aider et on va tout faire pour qu'ils soient, comme dirais-je, premièrement, idéalement qu'ils gagnent les concours. Et s'ils ne les gagnent pas, qu'ils soient parmi les premiers, en tout cas sur le podium du concours, qu'ils soient parmi les trois premiers.